Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous allons faire plaisir à beaucoup d'enfants et aussi quelques adultes. Nous plongeons dans l'univers du sapeur-pompier puisque nous sommes à l'espace du sapeur-pompier en compagnie d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes chargée de mission ici à l'espace du sapeur-pompier à Plougastel. Est-ce qu'on peut expliquer où nous sommes? C'est un musée, c'est un espace de découverte de tout le matériel depuis plusieurs dizaines, voire même quelques siècles. Oui, l'espace sapeur-pompier est un lieu d'exposition qui présente une collection du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui permet de découvrir l'histoire du métier de sapeur-pompier à partir de ses origines et de faire connaître également les missions d'aujourd'hui des sapeurs-pompiers. Et quand sont apparus les premiers sapeurs-pompiers alors? Alors les ancêtres des pompiers sont les gardes-pompes qui sont apparus sous Louis XIV au début du XVIIIe siècle. Et le premier corps de sapeurs-pompiers, qui était celui de Paris, a été mis en place en 1811 par Napoléon Ier. Et derrière vous, il y a un des plus anciens camions. Oui, tout à fait. Donc là, c'est un véhicule, une autopompe de 1909, qui est le véhicule le plus ancien de la collection. Nous sommes une des rares collections à avoir un véhicule de sapeurs-pompiers d'avant la Première Guerre mondiale et qui permettait de pouvoir transporter tout le matériel et les hommes jusqu'au feu. Alors c'est un modèle qui a été utilisé dans les arsenaux. On a pu retrouver ce modèle dans l'arsenal de Brest, celui-ci venant de Vincennes. Alors Aurélie, l'espace du sapeur-pompier ici à Plougastel, on peut dire que c'est l'un des rares espaces comme celui-là en France et peut-être le seul en Bretagne? Oui, il y a quelques musées en France et nous avons ici la particularité effectivement d'avoir un thème unique en Bretagne, de pouvoir faire découvrir au public l'univers des sapeurs-pompiers à travers le temps. De quand date la plus ancienne pièce exposée ici? Alors, la plus ancienne pièce date de la fin du XVIIIe siècle. C'est une pompe à bras qui a été utilisée à Dresde, dans l'est de la France. Et nous avons également les premières échelles de sapeurs-pompiers qui datent de la moitié du XIXe siècle. Comment s'est constituée la collection ici que vous exposez à l'espace du sapeur-pompier? Alors, ça vient de passionnés. En fait, au début des années 90, des sapeurs-pompiers professionnels de Brest se sont rendus compte que ce patrimoine était souvent délaissé, n'était pas conservé. Et donc, ils ont commencé à collecter des véhicules, du matériel. Et pendant 10 ans, ils ont fait des expositions temporaires un peu partout en France afin de créer cette collection unique aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélie, on va poursuivre cette émission à l'espace du sapeur-pompier dans un instant, mais auparavant, vous retrouvez vos reportages d'actualité en Bretagne. Nouveau coup de théâtre pour les employés de SIL. Alors que la construction d'une tour de séchage de lait infantile devait débuter, mi-juillet, un recours contre le permis de construire a été déposé par 23 familles et l'association d'eau crèche Burgui. Depuis 1959, ces familles sont alimentées en eau par une source. La tour de la SIL doit être construite sur la nappe phréatique qui l'alimente. Cette nappe phréatique-là, c'est l'endroit exact où la SIL va être construite. Personne ne peut nous dire aujourd'hui que le cheminement de l'eau ne va pas être perturbé. Une étude sur l'eau, commanditée par SIL, minimise les effets sur la nappe. Face à la mobilisation des riverains, les employés font part de leur incompréhension. Selon eux, le recours mettrait en péril le tissu économique local. Aujourd'hui, si on laisse les multinationales nous mettre des bâtons dans les roues, n'oublions pas que la SIL traite du lait local. Aujourd'hui, on n'importe pas du lait comme on voit circuler des camions belges, des camions espagnols. On est sur une activité finistérienne. Aujourd'hui, le réseau de collecte de la SIL, c'est 40 km autour de la SIL. Aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que nous salariés, eux producteurs et lui chef d'entreprise, on travaille de main en main. Après 2 tentatives de développement infructueuses à Plouvien et Milizac, le projet est désormais à l'arrêt à Guipava. En cas de refus, les employés de SIL craignent l'abandon du projet et la création de 70 emplois. Ça peut être au lieu de la création, ça pourrait être plus tard, peut-être pas tout de suite, mais de la diminution. On est quand même dans un département qui vit des difficultés économiques, plusieurs entreprises sont fermées, donc on s'inquiète. Les employés annoncent une marche à la rencontre des opposants au projet dès la semaine prochaine. Les riverains sont prêts à dialoguer. On est tout à fait prêts à discuter avec eux, à leur donner des informations. Je veux dire, encore une fois, nous, on est contre personne, on n'est pas contre la création d'emplois. Il faudrait être inconséquent aujourd'hui pour
pour dire on n'en a rien à foutre des emplois. Non, c'est pas du tout ça, pas du tout. On ne s'est pas opposé à la zone. On a simplement demandé à ce qu'on prenne en compte notre espace de vie aussi. Désormais, de part et d'autre, l'avenir reste suspendu à la décision du tribunal administratif de Rennes. Ces objets retracent l'histoire d'un naufrage, celui d'un navire de la Compagnie des Indes échoué sur un îlot de l'océan Indien en 1761. À son bord, 160 esclaves, dont 80 survivants, seront abandonnés sur ce kilomètre carré de sable, l'île Tromelin. 15 ans après, 8 survivants sont retrouvés. Pour comprendre comment ils s'en sont sortis, des recherches archéologiques ont été menées pendant 7 ans. C'est leur résultat que l'on découvre à la Maison de l'agglomération à Lorient. L'exposition présente en fait les objets archéologiques, enfin une partie des objets archéologiques qui ont été tirés du sol et de la mer autour de Tromelin, qui ont été recueillis au cours de ces campagnes et qui vont expliquer comment ces esclaves ont survécu, comment ils se sont nourris, comment ils ont trouvé de l'eau, comment ils se sont abrités, comment ils ont vécu. Et quel type d'organisation sociale on peut deviner à travers les vestiges qui ont été retrouvés dans le sol. Cette histoire a permis au musée d'imaginer des ateliers pour les plus jeunes. Chaque semaine, ils se mettent dans la peau d'archéologues. Je suis en train d'essayer de déterrer un objet et de voir ce que c'est. J'ai trouvé un bouton. Et là, on dirait que c'est un bout de vase. Ces ateliers ludiques sont aussi l'occasion d'évoquer l'esclavage avec les plus jeunes, une histoire fortement liée à la Compagnie des Indes, implantée à Lorient au XVIIIe siècle. Oui, on peut parler d'esclavage, bien sûr. C'est même important d'en parler, je pense, parce que c'est une histoire dont on ne parle pas assez, sans doute, quand on évoque la Compagnie des Indes. Et là, c'est vraiment l'occasion de le faire. À travers cet atelier, ils vont découvrir aussi qu'on pouvait emmener de force des hommes. Voilà. Donc j'ai envie de les faire rêver aussi à travers cet atelier, qui fouillent le sable, qui prennent plaisir à se mettre dans la peau d'archéologues et peut-être, pourquoi pas, susciter des vocations. Des animations jeunes publics sont proposées tout l'été jusqu'au mois d'octobre. Depuis quelques jours, des promeneurs d'un genre nouveau sont apparus. Le smartphone greffé dans la main et les yeux rivés sur l'écran, ce sont des joueurs de Pokémon Go. L'application sortie le 24 juillet permet de capturer des créatures étranges directement sur un smartphone, les Pokémon. Pour ça, il faut que les joueurs quittent leur canapé et sillonnent la ville. Il faut marcher pour trouver les Pokémon géolocalisés ou faire éclore des œufs et ainsi progresser dans le jeu. Au lieu de regarder la télé dans mon canapé, là je bouge, je suis à 19 km en 2 jours. Du coup, j'ai réussi à faire éclore 5 ou 6 œufs. Et c'est ma grande fierté. Différent du jeu vidéo habituel, Pokémon Go mêle le virtuel à notre environnement réel. Au stand Galar, les Pokémon de type plante apparaissent sur l'appareil photo du téléphone au détour des chemins. Oh, il y a un ratata. De quoi révolutionner l'image des joueurs. Au final, là, quand on est dans le vallon du stand Galar, il suffit de lever un peu les yeux et on a quand même la faune et la flore environnantes qui sont assez jolies. Du coup, pour des gens qui sortent jamais de chez eux, c'est super intéressant comme principe. Eline a 8 ans. Elle part à la recherche du petit monstre jaune le plus célèbre de l'univers Pokémon. Est-ce que tu penses qu'il y a Pikachu au stand Galar? À ton avis, il faudrait aller où pour en trouver? Au Moulin Blanc. Au Moulin Blanc, justement, Anaïs joue avec son compagnon. Chacun sur son smartphone, mais ensemble dans la réalité. Elle fait attention à ne pas tomber dans l'addiction. C'est un jeu, quoi. Faut pas rentrer dans le circuit du mon Dieu, si je trouve pas, ça va mal aller. Non, faut vraiment que ça reste un jeu, un plaisir. Pour éviter toute tentation, Alexandre, lui, a choisi de ne pas télécharger le jeu. Je pourrais y jouer, mais j'ai pas trop envie parce que je sais que je vais devenir aussi accro à ça. Dans le Finistère, comme partout ailleurs, les Pokémon s'invitent dans notre environnement. À vous de voir si, comme beaucoup, vous voulez tous les attraper. Suite de cet instant été, toujours à l'espace du sapeur-pompier à Plougastel, et nous sommes en compagnie de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes l'un des bénévoles de cette association finalement qui entretient ici le parc. Et d'ailleurs, on est devant un des véhicules que vous avez restauré. Oui, alors ce fameux véhicule qui est un Citroën et qui a été restauré, donc on a refait l'embrayage dessus, les freins, tout ce qui s'ensuit pour le mettre en état de marche. Ce camion, il était en service en quelle année ? Alors il est de 51. 51. Oui. Il y a combien de véhicules qui sont exposés ici à l'espace du sapeur-pompier ?
Alors ici, on a d'exposés entre véhicules et pompes. On a 35 pièces d'exposés environ. Voilà. Alors, Guillaume, vous êtes bénévole ici à l'espace du sapeur-pompier, mais vous-même, vous êtes ancien sapeur-pompier. Oui, je suis ancien sapeur-pompier volontaire de la caserne de Landerneau. Et on reste forcément attaché au matériel quand on a utilisé pour certains de ces camions? Oui, on reste attaché à la vie de pompier toujours. Justement, j'ai mon fils qui est pompier aussi, donc il y a 20 ans de pompier aussi actuellement. Et donc beaucoup vont de père en fils ou de filles même actuellement aussi. Beaucoup de filles s'engagent. Ouais. C'était du matériel rustique à l'époque? Très rustique, oui. Mais beaucoup de matériel de lutte contre l'incendie, hein, toujours? Ah oui, beaucoup, oui, lutte contre l'incendie. À part les pompes à bras ou autre chose, mais c'est comme du matériel de lutte contre l'incendie, toujours. Le but de cet espace aussi, on l'a dit un peu, c'est de témoigner des différentes missions, mais aujourd'hui vous montrez aussi que le sapeur-pompier, il lutte contre l'incendie, mais il a bien d'autres missions aussi. Hein. Oui, il y a d'autres missions, les accidents de circulation, donc il y a des blessés, les malades des fois aussi, les malades urgents, les malaises cardiaques ou autres. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le métier de sapeur-pompier. Et vous voyez, il y a des plongeurs, il y a un peu toutes sortes de métiers chez les pompiers. Et donc beaucoup de matériel aussi, et il y a du matériel ici qui n'est pas encore exposé, et vous avez encore de la réserve, hein, c'est ça? Oui, on a environ 80 camions en réserve encore, qui sont à rénover, d'autres sont en état, qu'on pourrait exposer, mais bon, il faudra de la place pour exposer tout. Et puis vous êtes bénévole. Et on n'est que des bénévoles, donc c'est du temps. C'est du temps. Eh bien Guillaume, merci beaucoup pour nous avoir expliqué un petit peu cet espace du sapeur-pompier. Et puis on espère que votre appel au bénévolat recevra un écho favorable. Pour notre part, on se retrouve lundi pour un nouvel Instant Été. Bon week-end à vous.